Une question ce matin. Niger, expulsion de Sylvain Ité, le Quai d'Orsay en rase-motte, nous nous interrogeons. Madame, monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Alors que les nouvelles autorités du Niger sont inflexibles sur l'expulsion de Sylvain Ité, Paris s'enferme toujours dans son intransigeance en rejetant l'ultimatum exigeant le départ de l'ancien diplomate devenu clandestin dans le Niger. Jusqu'où pourra aller ce bras de fer ? Nous nous interrogeons encore. La tension est remontée d'un cran entre Niamey et Paris. Sylvain Ité a été sommé par les autorités de quitter le Niger dans un délai de 48 heures. Un ultimatum lancé le 27 août dernier, auquel la France a refusé de se conformer, incitant son représentant à ne pas quitter le sol nigérien et rejetant catégoriquement les dictats d'un pouvoir qu'elle juge illégitime pour fonder une telle requête. Une question cependant, mesdames, messieurs. Qu'est-ce qui est légitime pour Paris? Est-ce que le pouvoir de Paris aujourd'hui, pour ne pas dire le pouvoir de la France, est réellement légitime quand on sait que moins de 50% de personnes, alors de Français, ont pu voter Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'il appelle le pouvoir légitime? Eh bien, nous nous interrogeons toujours sur cette question. Est-ce que les nouvelles autorités nigériennes n'ont pas le droit d'exiger le départ d'un diplomate, quel qu'il soit, sur son sol, alors que ce dernier, on lui a retiré, on va le dire, ses lettres de créance? Allez savoir. Dans tous les cas, le diplomate français ne jouit plus de privilèges et immunités attachés à son statut de membre du personnel diplomatique de l'ambassade de France. Ses cartes diplomatiques et visas ainsi que ceux des membres de sa famille sont annulés. C'est ce qui ressort de la lettre du pouvoir en place à l'adresse du ministère français des Affaires étrangères. Voici qui est dit. D'une part, les autorités nigériennes campent sur leur position, brandissant la menace que les services de police sont instruits dès lors afin de procéder à l'expulsion du représentant de Paris à Niamey, exigeant également le départ de tous les soldats français du territoire nigérien. D'autre part, la France se dit attachée à la restauration de l'ordre constitutionnel au Niger et affiche son intransigeance face à ce qu'elle appelle provocation et intimidation des militaires nigériens. Une position qui diverge aujourd'hui avec celle des Américains qui préfèrent jouer sur ce point. Alors, ce dernier point, c'est-à-dire la carte de l'apaisement et du dialogue avec le nouveau pouvoir en place. Eh bien, dans une déclaration aux médias, le porte-parole de l'état-major français, le colonel Pierre Godillère, a prévenu que les autorités militaires françaises sont prêtes à répondre à tout regain de tension qui portera atteinte aux emprises militaires et diplomatiques françaises au Niger et que des dispositions ont été prises pour protéger ces emprises. Qui a donné l'ordre que la France puisse s'établir, ou alors établir une base militaire sur le sol nigérien? Est-ce normal? Qui ne se rappelle pas de la base militaire américaine sur le sol français? N'est-ce pas que les autorités françaises, avec en bonne place, on va le dire un gars également, le putschiste de Gaulle, avaient demandé justement aux Américains de faire quitter leur base militaire du sol français? N'est-ce pas également aux Nigériens qui sont descendus dans les rues, des milliers, des centaines de milliers, pour exiger aujourd'hui à la France de quitter son sol avec ses militaires? N'est-ce pas également normal que les autorités nigériennes demandent justement à un diplomate, eh bien, de quitter son sol? N'est-ce pas son droit? Allez savoir. Mais pour Emmanuel Macron, il faut un retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce à Paris de choisir qui est chef d'État sur le continent africain? Est-ce à Emmanuel Macron de dire ce qu'il appelle le pouvoir constitutionnel? D'ailleurs, c'est quoi un pouvoir constitutionnel? Peut-on dire aujourd'hui que les Français ont réellement tous, entièrement, dans leur majorité, voté Macron comme président de la France? Allez savoir. Eh bien, nous nous interrogeons, mesdames, messieurs, ce matin. Niger, expulsion de Sylvain Ité. Le Quai d'Orsay à rase-motte, c'est notre grande interrogation.
Pour répondre à ces questions, nous sommes avec le docteur Jean-Paul Bellec, qui est astrophysicien et panafricaniste. Il est notre invité ce matin. Docteur Jean-Paul Bellec, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous nos téléspectateurs de l'émission Parole aux panafricanistes de Panafricaniste TV. Bonjour à notre équipe technique, en particulier à JRS. Et merci de m'avoir invité. Mais j'aimerais dire quelques petites choses, si tu me permets. Donc, la première chose, c'est j'appelle nos téléspectateurs à nous apporter un soutien financier. Les moyens sont Tipeee, par exemple, ou PayPal. Oui. Voilà. Alors, c'est bien pour que, justement, on ait une meilleure visibilité, une meilleure production, et également une meilleure logistique, hein, parce que tout cela tient aussi à notre indépendance, Steve. Parce qu'il est clair que ici, dans notre pays, et le pays des endocolons, Macron a mis quand même des millions sur la table en euros pour essayer de corrompre. Donc, il faut que les téléspectateurs comprennent que nous avons affaire à des mastodontes. Donc, les moyens que nous donnent nous permettent de garder cette indépendance. C'est-à-dire que personne, même dans ses rêves, ne soit tenté de céder aux sirènes parce qu'on lui aurait proposé de l'argent quand il est en difficulté. Bien sûr, il nous observe. Ça, c'est au niveau du personnel, mais c'est également au niveau de notre infrastructure qu'on doit améliorer. On aimerait bien, par exemple, passer à une télévision en émission directe sur le câble. Donc tout ça ne peut se faire que au-delà des moyens que nous-mêmes on apporte par, je parle de notre équipe de gestion, hein. Pas moi, mais pas toi, mais ceux qui gèrent la gestion, la partie gestion du panafricaniste, pour consolider ces moyens, l'aide du public n'en serait que meilleure. Et ils s'approprient la chaîne, c'est leur chaîne. Voilà, donc le soutien qu'ils apportent, c'est aussi le soutien qu'ils apportent à leur chaîne pour un meilleur rayonnement. Alors ceci étant dit, j'aimerais aussi dire autre chose, c'est que nous sommes le 13 septembre, donc ça fait, tout à l'heure tu as compté, 65 ans que Rouben Oumiobe a été assassiné par les militaires français. Oui. Voilà, sous ordre de la France coloniale. Voilà. Mais cette France coloniale qui continue aujourd'hui à imposer ton diktat, hein, c'est le sujet d'aujourd'hui, je crois. Oui. En Afrique, en particulier au Niger, mais pas seulement. Et donc, je disais que je tiens, il me revient de mémoire que je tiens de Kange Ewane, qui explique comment Oumiobe, une fois qu'ils l'ont assassiné, ils ont traîné son corps à Boumiébel jusqu'à une fosse qu'ils avaient creusée au préalable, et ensuite ils l'ont jeté dedans et ont versé du béton sur son corps. Donc il faut qu'on aille à Boumiébel pour vérifier ça. Parce que le tombeau d'Oumiobe à Ezeka, là, et si c'est à Ezeka qu'on a mis, ou à Boumiébel, peu importe où, il est né à Boumiébel, hein, en tout cas à côté de Boumiébel. Il est né à Sompec. Ou à côté de Boumiébel, non. Voilà, bon, peu importe, mais il n'y a pas, le tombeau qui est là est vide. Il n'y a pas le corps d'Oumiobe là-dedans. La même chose est vraie pour Moumié, quand on va à Conakry. Moi, j'ai connu la veuve Moumié. Elle a été à Conakry, elle a trouvé le tombeau vide. Alors que tout le temps que Sékou Touré était là, Moumié était enterré à Conakry. Donc, entre-temps, ils ont fait, Sékou Touré a quitté le pouvoir, ils ont retourné les nouveaux dirigeants, c'est qui, le colon français, et ils ont fait n'importe quoi au corps de Moumié, hein. Et c'est pas la première fois qu'ils fassent des sacrilèges sur les corps de leaders africains. Pensez à Lumumba. Ils ont mis son corps dans l'acide, hein, avec ses collègues. Il avait deux de ses compagnons. Oui. Voilà. On les a mis dans l'acide. Manque de respect. C'est cette même France. Vous voyez, elle n'a aucune dignité. Elle vient nous parler de droits de l'homme. Elle vient nous parler de respecter l'ordre constitutionnel. Elle vient nous parler de... voilà, la liberté, pays des droits de l'homme, la liberté. Mais attendez, c'est pas cette même France qui a édicté le Code noir sous Louis XIV, écrit par un édit de Colbert. Mais dans le Code noir, c'est dit que l'homme, la femme et l'enfant noir sont des biens meubles. Donc c'est même pas des êtres vivants, ni des animaux, même pas des végétaux. C'est des biens meubles. C'est quelque chose d'encore inerte. Voilà. Donc, à partir du moment où on a ce genre d'idée, on comprend également cette même France qui maltraite notre diaspora, qu'elle soit noire ou, entre guillemets, comme ils aiment bien le dire, arabe. Et je pense que, d'ailleurs, c'est l'occasion de préciser que ces Arabes devaient réfléchir à 1000 fois avant de faire les intermédiaires dans la collaboration pour l'oppression des Noirs en Afrique. Hein, je le dis parce qu'on voit ce qui se passe en Tunisie, en Algérie, au Maroc.
On voit comment les Noirs sont traités là-bas. Juste, on les appelle subsahariens parce qu'ils veulent traverser la Méditerranée quand même. Et en Libye, où on a remis des Noirs en esclavage sur le continent africain au XXIe siècle. Vous voyez? Ils ont accusé Kadhafi d'avoir travaillé pour les Noirs. Hein. Mais tout ça, nous savons, à Misrata, par exemple, on sait à quel point les mondialistes avaient travaillé sur la mentalité de ces gens-là. Hein. Bernard Olivier est parti là-bas, non, il a fait tout un cinéma. On a compris, c'est eux qui, finalement, ont donné l'ordre d'assassinat de Kadhafi, qui n'était que un des derniers d'une longue liste de leaders africains assassinés, une vingtaine, je crois, 22 ou 23, hein, dont les soldats Olympio. Hein, là, on parlait de Oumiovet, Moumier, empoisonné à Genève, hein, par un certain Bechtel, voilà, qui est mort de sa mort douce. Voilà. Donc, à ce point-là, je pense qu'il est temps de se réveiller. Le panafricanisme est un mouvement en marche, d'où le titre, le nom de la chaîne d'ailleurs, voilà, Panafricaniste TV, et ça inclut l'Afrique du Nord au sud-est à l'ouest. Donc là, je vais parler spécialement au Nord-Africain parce que lorsqu'on parle du Mali et lorsqu'on parle du Niger, pour ne pas dire le Burkina Faso, le rôle de l'Algérie et de la Mauritanie ne sont pas clairs. Surtout l'Algérie, le rôle de l'Algérie n'est pas clair. On peut soupçonner l'Algérie de faire plus qu'un double jeu. Bon, là, par exemple, ils bloquent le passage des avions militaires français qui aimeraient les bombarder déjà. C'est une bonne chose. Donc, ils l'ont fait aussi pour le Mali. C'est une bonne chose. Mais à d'autres moments, ils collaborent carrément. Lorsqu'ils veulent emmener les Maliens à respecter un accord signé en 2015, alors que l'État malien était à genoux, hein, vous savez que maintenant, on sait que derrière les terroristes, c'est l'État français. Exact. Et même l'OTAN en général. Voilà. Donc, l'Algérie a collaboré parce que d'où venaient ces gens-là? La première attaque du nord du Mali, c'est à Aguelhok. Hein, celle qui a vraiment eu de retentissement. Moi, j'étais encore au Mali à cette époque-là. C'est en 2012. Aguelhok, c'est au nord du Mali. C'est vers la frontière algérienne. C'est pas du tout vers la Libye. Le Mali n'a pas de frontière avec la Libye. Si ces troupes étaient venues par la Libye, ils auraient attaqué par Ménaka d'abord. Ménaka, c'est un peu vers la zone des trois frontières, là. Là, oui, on est plus proche de la Libye parce que le Burkina n'est quand même pas un pays de grande étendue. Voilà. Par contre, si vous venez d'Aguelhok, forcément, vous êtes passé par l'Algérie. Parce que c'est le seul passage entre la Libye et l'Algérie pour arriver au nord. Parce que si vous venez par Ménaka, vous commencez par Ménaka, on va remonter à Aguelhok. Mais si vous venez directement de Aguelhok pour redescendre plus tard à Ménaka, c'est vous êtes passé par l'Algérie en venant de la Libye. Donc, le rôle de l'Algérie n'est pas clair dans cette affaire. Et ils ont intérêt à la clarifier parce qu'il faut qu'ils sachent que le panafricanisme triomphera et tout le monde sera jugé, sans exception. Il n'y aura pas de pitié. Moi, je le dis. En tout cas, moi, Jean-Paul Bellec, si j'ai un mot à dire, je dirais pas de pitié pour les endocolons, quelle que soit leur couleur. Merci à vous, Dr Jean-Paul Bellec, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Une question qui nous taraude l'esprit Niger. Expulsion de Sylvain Ité, le Quai d'Orsay en rase-motte, et nous de poser la question, jusqu'où pourrait aller ce bras de fer entre Niamey et Paris? Bon, d'abord, c'est un bras de fer qui ne devrait même pas en être un. Parce que le Niger est dans son droit. La France, c'est une usurpation de pouvoir. Voilà. Parce qu'il faut quand même imaginer la même chose se déroulant sur le territoire français. Je crois qu'aucun Français n'accepterait ça, et même aucun allié de la France au niveau de l'OTAN n'accepterait ça. Voilà. Ça passerait comme un acte de guerre. Oui. Un casus belli, on dit. Une raison de guerre. Et donc, du coup, c'est sont très solidaires de la France. Voilà. L'autre chose que j'ai à dire, c'est que dans le cas présent, dire qu'on a affaire à un bras de fer voudrait dire que, comment dire, oui, en fait, c'est juste reconnaître que le rapport de force n'est pas en faveur du Niger. Or, moi, je dis non. Le rapport de force est en faveur du Niger. Vous voyez? S'il y a un bras de fer, c'est parce que si le rapport de force est en faveur du Niger, il ne peut pas avoir de fer. La France, on lui intime un ordre, elle exécute, parce que c'est que le Niger est plus fort. En fait, ce qui se passe, c'est que la France n'a pas encore compris que le rapport de force est en faveur du Niger. Et que les Nigérians non plus ne l'expriment pas expressement, pour l'instant. Oui. Mais peut-être ça ne va pas tarder. Alors, pour cela, je vais donc rappeler les choses à l'État français. Primo, ils n'ont pas le soutien clair et net de leurs alliés de l'OTAN, même des États-Unis. Quand bien même les États-Unis, eux-mêmes, se sentent concernés. Je dis pourquoi. Parce qu'eux aussi, ils ont une base militaire là-bas. La France a 6500 soldats. Bon, il y en a qui disent un peu plus. Mais officiellement, 1500 soldats. Les Américains, c'est autour de 1100 soldats. C'est une très grande base d'ailleurs, côté d'Agadez. Ils pilotent des drones pour contrôler toute
la région sahélienne, et on se demande comment, avec de telles capacités, ils n'arrivent pas à localiser les vrais terroristes. Voilà. Oui. Bon, alors on comprend que parce que, tout simplement, ils sont avec eux. C'est tout simplement une force d'appoint qu'ils utilisent et qui se présente sous forme de terrorisme. Parce que c'est la meilleure façon, justement, de terroriser la population pour qu'elle se soumette d'autant plus vite. Exact. Voilà. Alors, donc, je disais donc pour la France, il faut quand même leur rafraîchir la mémoire. Je répète, leurs alliés occidentaux ne sont pas, sur ce sujet-là, si alliés que tant que ça. C'est-à-dire qu'ils sont alliés en tant que OTAN, mais ils ne sont pas alliés en tant que c'est la France qui en profite. C'est-à-dire que même s'ils s'allient à la France n'aurait pas gain de cause au sens où on revient au statu quo ante, où c'est elle qui dicte sa volonté au Niger. Ça se fera forcément au dépend de la France. Si jamais ça allait dans ce sens-là. Le nouvel ordre que les forces de l'OTAN instaureraient se ferait au dépens de la France qui s'est reléguée à une position vraiment mineure sur ce sujet Niger. Bon, déjà on le prévient là-dessus. Ensuite, sur le plan des forces en présence, le Niger a quand même le soutien du Mali, du Burkina Faso, qui a déjà des troupes sur place d'ailleurs, et même de l'Algérie, et de la Mauritanie, même si je me méfie un peu de ce côté-là. En tout cas, ils ont dit qu'ils sont prêts à appuyer. Bon. Donc, quand on regarde cet ensemble de forces-là, si un combat devait être engagé, par où il devrait passer? Il ne peut pas passer par la Mauritanie, si on en croit les Mauritaniens. Oui. Il ne peut pas passer par l'Algérie, que ce soit du côté aérien ou terrestre, si on en croit les Algériens. Bien sûr, il ne peut pas passer du côté du Mali ou du Burkina Faso. Alors, ce qui exclut d'office, puisque les têtes de pont de la France seraient la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin et le Nigeria. Qui ont déjà le matériel sur le sol de ces pays-là. Oui, sur 3 de ces pays. Voilà. Alors, maintenant, quand il s'agit du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, des attaques directes venant de ces pays-là ne peuvent concerner que le Mali et le Burkina Faso. C'est-à-dire qu'au-delà de viser le Niger, en réalité, ils visent l'ensemble de tous ces États qui sont maintenant panafricains et révolutionnaires comme le peuple le souhaite. Ce sont ces États dans leur ensemble qui viseraient. Donc, ce serait donc une guerre fratricide, parce que ce serait une guerre entre Ivoiriens, Sénégalais, Maliens et Burkinabés. Bon, voilà. Alors que la guerre n'est pas déclarée directement au Mali et au Burkina Faso. Voilà. Bon, ça c'est une chose. L'autre chose, il y aurait la seule frontière qui donne directement accès au Niger, parce que si c'est vraiment le Niger, c'est le Bénin. Donc toutes ces forces devraient confluer vers le Bénin. Or, dès le premier mouvement de ces forces, c'est-à-dire que si on voit un déplacement des forces, parce qu'on le voit, on a le satellite, du Sénégal vers rien que la Côte d'Ivoire, déjà toutes les troupes là, dont j'ai cité tout à l'heure, Mali, Burkina Faso, Algérie, même Mauritanie, sont en alerte. Bon, ça c'est number one. Et si jamais, arrivant en Côte d'Ivoire, ils vont vers le Bénin, alors là, c'est plus l'alerte, c'est carrément branle-balle de combat. Donc, à peine seront entrés dans la frontière, ils auront franchi la frontière entre le Bénin et le Niger que déjà on les attend. D'ailleurs, je dis qu'il y a déjà eu une attaque en fait de ce style-là, puisqu'ils ont ramassé une raclée. C'était au niveau de la frontière du Béninois, justement, oui, où les troupes burkinabés, alliées aux troupes maliennes et nigériennes, ont infligé une défaite. Je crois qu'il y a plus d'une centaine de morts. Oui. Oui, on en a parlé un peu, mais pas beaucoup. Oui. Si. Donc, cette attaque a déjà eu lieu, en fait. Elle a échoué, lamentablement. Je crois même qu'il y avait des troupes ghanéennes aussi. Oui, jusqu'au Ghana. Ils ont ramassé une raclée. Parce que le Ghana, ils sont retirés. Quant au Nigeria, la frontière, c'est la plus longue, en fait, avec le Niger. Mais elle est fermée parce que Tinubu n'a pas le choix. Le Sénat a dit niet. Et puis lui-même, il sait que si l'eau, c'est un coup d'État chez lui. Hein? D'ailleurs, même en Côte d'Ivoire, au Sénégal, il commence à avoir des grognes, la grogne dans l'armée ivoirienne déjà. Donc eux-mêmes, s'ils osent aussi, ils risquent des coups d'État. Et c'est pas parce qu'ils ont des troupes françaises sur place que ça va les aider. Il y a bien eu des troupes françaises, même dernièrement au Gabon. Il n'y a pas des troupes françaises là-bas. Il y a quand même coup d'État, non? Exact. Bon, alors, ok. Il n'y avait pas des troupes françaises, américaines et autres. 6500 soldats. Il y a eu quand même coup d'État, non? Exact. Donc le coup d'État a d'abord lieu avant que les autres interviennent. Et puis, c'est bon, on va intervenir. Jusqu'à présent, quelqu'un est venu intervenir pour Bazoum. On en est qu'au mot pour l'instant, en attendant. Alors, maintenant, dès que cette épreuve va commencer, Steve, comme ces armées-là vont ramasser des raclées, bon, il y aura peut-être des forces spéciales françaises camouflées quelque part, parce que
Dans les centaines de soldats tués, là, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y avait quand même quelques blancs. Hein. Ouais. Ces blancs-là, parce que les Français utilisent les légionnaires noirs. Mais il y a des moments où ils sont quand même obligés de mettre des blancs. Parce que peut-être qu'il n'y a pas assez de noirs, je ne sais pas. Ils sont quand même obligés de mettre des blancs. Et le blanc, lui, on le reconnaît facilement par rapport au noir. Et je vais dire, hein, et Steve, écoute bien, hein, écoute, hein, tu prends un blanc, parce que le mot blanc veut dire blanc, hein, surtout les Occidentaux, là. Oui. Tu mets un Algérien, moi je fais la différence, hein. Même quand il est mort, moi je crois qu'un Algérien, moi je distingue bien un Algérien des blancs. Hein. Tu mets n'importe quel Français, même le plus basané des Français, je ferai la différence avec un Algérien. Il faut vraiment que l'Algérien soit très blanc, ils ne sont pas les plus nombreux, pour que vraiment ça bouge. Et même là, il y aura toujours un détail qui va faire que je sais que ça, lui c'est un Algérien, l'autre c'est un blanc pur, là je sais, voilà. Sans compter tous ceux qui sont basanés là. Donc, alors maintenant si ça continue, c'est-à-dire qu'ils estiment que maintenant il faut que les troupes françaises elles-mêmes interviennent. Steve, ça, je sais que Macron, il est un peu fou dans sa tête, quoi. Hein? C'est la dernière folie qu'il fera dans ce cas-là. Parce que ça, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale. Je l'ai déjà dit, je le redis. D'ailleurs, je vois que j'ai écouté Issa Diawara sur une chaîne panafricaniste. Il a repris en citant même lui directement les Russes. C'est mathématique, Steve. Si on en arrive à ce niveau-là, mais attends, les alliés des Maliens, tout ça, ce sont les Russes, non? Exact. Ils seront obligés d'intervenir directement. Et donc, à ce moment-là, le front ukrainien n'étant plus suffisant, on ouvre un front africain. Si la Russie est en confrontation avec l'Occident, même si, soi-disant, ils sont belligérants puisqu'ils aident les Ukrainiens, et puis ils ont leur force spéciale sur place. Ça se dit un continent là-bas, c'est l'Europe. Si la même chose se fait en Afrique, c'est un autre continent. Ça s'appelle une guerre mondiale. Ça s'appelle une guerre mondiale, Steve. Dès que les deux continents sont allumés, rien n'empêche d'étendre à d'autres continents et à d'autres forces, puisque ça sera justement un jeu d'alliance. C'est le début, et la société, elle aura commencé en Afrique, la Seconde Guerre mondiale. Donc, s'ils s'amusent, je ne crois pas, à l'heure actuelle, surtout que les États-Unis ont une élection en préparation dans un an, qu'ils tolèrent ça de la part des Français. Mais de toute façon, Steve, de la même façon que l'élection de Macron, que Macron ait été battu ou vaincu, était favorable pour nous, je répète, Macron perd, on est content pour les Français et notre diaspora. Macron gagne, on est content parce qu'on le connaissait déjà. On avait déjà dit ça, non? On le redit seulement. On est content parce qu'on le connaît, on sait toutes les erreurs, les imbécilités qu'il va faire. En fait, il nous aide à nous libérer. Ok? Donc, s'il commet encore une telle erreur, mais nous, on est content, si on acte notre libération, alors la totale du continent. Et les endocolons, on leur donne aussi une raclée au passage. Donc, ils n'ont qu'à continuer ce genre d'erreur. Donc, moi, je crois que, je répète, dans le bras de fer est un faux bras de fer. C'est parce que les Français n'ont pas encore pris conscience. Et leurs alliés, ils ne leur ont pas bien fait comprendre. Peut-être qu'on leur a même fait comprendre, mais ils ne veulent pas comprendre. Macron est têtu, voilà. Peut-être qu'il est têtu parce qu'il a peur de perdre sa propre place. Tu sais, ceux qui l'ont mis là. S'il voit qu'il travaille pour les Rothschild, normal. Voilà. Mais s'il voit qu'il est trop perdant, il peut penser à le remplacer. Il n'est pas obligé de finir son mandat. Voilà. Restons sur le sujet qui nous intéresse jusqu'à preuve de contraire. Nous parlons toujours de l'expulsion de Sylvain Ité. Il n'a pas encore quitté le territoire nigérien. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui que le Quai d'Orsay est en razmat? Parce qu'il persiste, s'il y avait la dernière énergie, qu'ils ne veulent pas faire quitter Sylvain Ité du territoire nigérien. Pourquoi? Oui. Alors, en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils sont têtus. Oui. Et Macron, il est un peu comme fou dans sa tête, quoi. En fait, il est incompétent. Et comme on est poli, on dit qu'il est têtu. En fait, il est incompétent. Voilà. Et il joue contre, finalement, la France. Si bien que certains Français, je pense à François Asselineau, mais il n'est pas le seul. Il y a d'autres dirigeants français qui pensent que, même des dirigeants moins connus, hein, je pense à un autre qui s'appelle Ploncard d'Assac, qui pensent que Macron n'aime pas la France. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un vrai national français dans sa tête. C'est-à-dire que les intérêts qu'il défend, que ce soit les McKinsey, les Rothschild, comme tu viens de dire, et autres, passent en premier dans sa tête par rapport à l'État français. Oui. Voilà. Donc, ce Macron fait tout pour plaire à ses maîtres. Malheureusement, il est incompétent. En fait, c'est ça. Ses maîtres ont été bluffés. Et ils ont fait le mauvais choix. Ils ont pris quelqu'un d'incompétent. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas jouer le rôle qu'on aurait voulu qu'il joue. Quand il le joue, c'est par rapport à des forces aliénées, faibles. Voilà. C'est-à-dire qu'en Europe, par exemple, la population française est aliénée et faible. Les médias les abrutissent. L'instruction qu'ils reçoivent à l'école les abrutit. Quelles que soient leurs compétences, il y a un niveau où ils ont des œillères sur le plan politique, ils ne voient plus clair. C'est ainsi qu'il est facile de les manipuler. On a vu pour le coronavirus. Et ils ont été capables de réélire Macron une deuxième fois. On a vu les gilets jaunes.
Il veut un troisième mandat. Mais il parle d'un troisième mandat. Lui-même, il l'a dit. Oui, parce qu'ils ont affaire à une population faible et aliénée. Donc, sinon, il n'oserait pas. Mais il ose. Alors que la Constitution, même ne serait-ce que la tradition instaurée depuis Sarkozy, ne le permet pas. Mais lui, il peut le dire. Pourquoi? Parce qu'il a affaire à un peuple d'aliénés. Un peuple... ils ont des œillères. Et puis la population est vieille. Pourtant, il y avait des centaines de milliers de personnes pour exiger. On parlait encore des retraites la dernière fois en France. La population française est vieille, Steve. Oui. C'est toute la différence avec nous. Justement, j'ai parlé du parti français, j'allais aussi parler de la partie africaine. La population française est vieille, ça veut dire quoi? Tu crois que ces vieux-là, ils surfent sur Internet? S'ils surfaient sur Internet, ils écouteraient les Asselineau, même Cloncard d'Assac, et d'autres TV Liberté. Il y a d'autres chaînes françaises alternatives. Hein? Bon, je parle Sud Radio, je les exclus tout de suite, hein, parce que pour moi, c'est une chaîne de réactionnaires. Mais non, ils sont plutôt dans BFM TV, et ITélé, ils sont dans LCI, les chaînes propagandistes. France 1, France 2, France je ne sais pas combien, les chaînes, oui, les chaînes d'État, Public Sénat, des choses comme ça, qui les aliènent davantage et les abrutissent, leur disent mensonges à répétition, parce qu'ils sont vieux. Un jeune a plus de souplesse dans sa tête. C'est pas le cas des vieux. Ils ont des habitudes. Et ils ont tout voté pour les mêmes. Et puis, on leur dit voter pour un tel. On leur dit que tel autre a telle affiliation. Il est pour les Russes. Et ça les effraie. Hein? Eux, ils ont déjà leur retraite. Ils tiennent à la garder. Et donc, du coup, ils n'ont pas l'empathie pour la jeunesse. C'est ça aussi. S'ils avaient l'empathie, comme par exemple dans la tradition africaine pour la jeunesse, ils se diraient, mince, mais nos jeunes, ils vont baver. Donc, ils écouteraient déjà un peu plus leurs jeunes. Oui. Mais non, c'est pas ça. Et puis, après, tu as maintenant des jeunes qui sont vieux aussi dans leur tête. Ils sont jeunes. Je pense à des gens comme Bardella. Voilà. Je pense à des gens comme celui qui est ministre de l'Éducation nationale maintenant, là, Sylvain Attal. Oui, jeune d'apparence, mais vieux dans sa tête, quoi. Hein, parce que Macron lui-même, c'est pas quelqu'un qui est vieux dans sa tête. Donc, évidemment, dans ce cercle-là, tu peux rien espérer actuellement de la France. Sauf si il y a une révolution mentale extraordinaire. Mais pour que cela se fasse, il faudrait qu'il y ait accès aux médias de grande communication, puisque l'essentiel de la population est encore abonnée à ces chaînes-là. Alors, ça, c'était pour la France. Donc, c'est pour expliquer que Macron peut continuer à jouer son jeu et même parler d'un troisième mandat, et puis faire des muscles en Afrique et croire que ça va redorer son blason en France, alors qu'il est en perdition en France, vu que sa politique n'est pas payante. Et tout ce qu'il veut faire, même les lois sur la retraite, c'est avec le 49.3. Il ne laisse pas voter les députés. La présence de l'aide militaire en France, en Ukraine, qui continue, l'aide militaire française, hein, et qui est de plus en plus voyante, criarde, voilà. Il veut pas donner même 10 milliards aux retraités, mais il donne plus de 10 milliards à l'Ukraine, non? Alors, et ça, c'est pas des Français. Donc, il peut se le permettre dans ce contexte où les Français sont aliénés et dans lequel ils sont abusés par une presse mensongère, abrutissante. Et voilà, ou même le système d'éducation nationale, on apprend aux enfants à s'embrasser entre garçons, entre filles, je sais pas quoi. L'éducation nationale même, c'est du n'importe quoi. Voilà. Bon, ils ont enlevé Pape Diop à cause des choses comme ça. Mais moi, je dis que Pape Diop était en mission. Il a fini sa mission. Maintenant, Attal prend le relais. C'est juste des missions. Maintenant, on fait porter le chapeau à quelqu'un alors qu'en fait, il était en mission. Il a bien fait son travail, lui. Alors, tel qu'on l'avait prévu. Voilà. Alors, maintenant, du côté africain, ça ne marche pas avec notre jeunesse. C'est très bien qu'on a travaillé pour ça, Steve. Quand je dis nous, moi-même, je vous ai trouvé déjà sur le sentier. Voilà. Donc, le travail du panafricanisme, ça remonte au moins à 2000 combien 2011. 2011, voilà, on est en 2023. 12 ans plus tard, ça paye. Et puis, comme on a une jeunesse, elle est se connecter sur Internet, et puis elle est éveillée, elle est souple dans sa tête. Là, je me dis, on n'est que de 19 ans, hein, oui, dans tout le continent africain. En fait, ça n'atteint même pas 19 ans, j'arrondis seulement. Voilà. Mais c'est pas le cas. En France, là, je me dis, c'est quand même 47 ans et plus, hein. Voilà. Donc, il y a une grande différence. Alors, donc, on a une jeunesse. Alors, maintenant, les seules personnes à qui les Français peuvent, le gouvernement français peut essayer de marteler ces sales idées et espérer les faire passer, c'est aux yeux des endocolons. Mais c'est combien de personnes civiles? Et leur influence va en s'amenuisant. Oui. Et nous sommes là pour les neutraliser. On a un combat avec eux. Et à chaque fois, on leur porte des coups. Et finalement, il finira par avoir un coup fatal qui ne tardera pas de venir. Donc, ce qui veut donc dire que la France, ce n'est que dans les illusions qu'elle continue à faire un tel bras de fer et à ne pas écouter la raison. La raison serait qu'elle essaie de préserver, quelle que soit la position, mais une certaine position pour l'intérêt de la France dans l'avenir. Mais c'est pas ça qu'elle fait.
et continuer à s'enfoncer, à s'embrouiller, à prendre les Africains pour des idiots qui ne sont pas, hein, alors que nous, la géopolitique, les Africains comprennent très bien la géopolitique aujourd'hui. Et puis, ça arrive au niveau du peuple. Le peuple aussi, ça a analysé. Le peuple sait maintenant où est son intérêt. On ne peut pas le blouser. Le peuple a compris que le lien avec la France, c'est loin d'aller le pourra. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait que profiter de toi, oui, et qui ne te donne jamais rien. Et puis, la donnée historique, on n'a jamais oublié, le Code Noir, quand même. Et ils pensent que nous, on efface l'histoire. Non, on sait, il y a eu le Code Noir. Et comme ils continuent à faire leurs bêtises, non, pour nous, c'est la continuité. Voilà. Tout ça fait que ça ne peut pas payer. Et puis maintenant, au niveau des rancœurs, qu'est-ce qui nous empêche de dire, attends, vous avez tué Kadhafi, le prix de son sang. Vous avez tué Omnioba, on n'en a pas été à l'heure, le prix de son sang. Le Mumba, le prix de son sang. Je peux, Souvani Soni, le prix de son sang. Je peux continuer comme ça. Même au Niger, Amené Diori, le prix de son sang. Je peux continuer la liste. Donc, nous, on a la mémoire longue des Africains, puisque la tradition orale est forte chez nous. Donc, impossible de nous tromper à ce niveau. Hein. Merci à vous, Dr Jean-Paul Bellay, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Steve, de m'avoir invité. Et j'aimerais dire également autre chose, si tu me permets. Allez-y. Voilà. Il y a des téléspectateurs qui m'ont signalé cela, et je l'ai lu aussi dans des commentaires. C'est quand on fait des émissions, il y a parfois des gens qui font des commentaires en marge sur un menu déroulant, là. Voilà. Qui déconseille le président Ibrahim Traoré de en Arabie Saoudite. Je pense qu'il devrait vraiment y réfléchir. Parce que l'Arabie Saoudite, l'Algérie, ce sont des faux alliés. Ils sont pas clairs dans leur système. Pas parce que l'Arabie Saoudite vient d'intégrer les BRICS. Ça, c'est du calcul politique, géopolitique. Le géopolitique fait par les BRICS. Ces gens-là, l'Arabie Saoudite, les Émirats, ils ont soutenu le terrorisme et continuent à soutenir. Leur plan, c'est d'avoir une position en Afrique. Or, c'est l'inverse qui doit se passer. Il y a une donnée historique, mais quand je fais une donnée historique, ça prend un peu plus de temps, donc on va garder ça. Peut-être qu'un jour, il y aura une émission de Didier. On va prendre justement le temps d'y réfléchir. Parce que la donnée historique, c'est le royaume Imiar, faut pas oublier. Donc, il y a un contentieux qui reste là. Donc, faire confiance à l'Arabie Saoudite aveuglement, un empoisonnement n'est pas impossible. Hein. Même, on a vu comment Ali Bongo est revenu. Hein. Donc, à bon entendeur, ça il faut y réfléchir. Voilà. C'est pas la peine de prendre un risque et de croire le réparer après. Non. Vaut mieux ne pas prendre le risque. C'est mieux. Voilà. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Restez sur nos plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Partagez nos émissions et surtout, n'oubliez pas de commenter. Bonne journée à toutes et à tous.